Reprise de débat. L'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Merci, Monsieur le Président. Alors, là, on est présentement en train, donc, de débattre du projet de loi C4. Un débat, c'est bien, mais ça aurait été encore mieux s'il avait été livré selon les règles de la démocratie de A à Z. Comme on le sait, le gouvernement, puis c'est ce que ma collègue a terminé son intervention là-dessus, le gouvernement aurait pu proroger le Parlement pendant 24 heures. Il l'a finalement fait pendant 5 semaines. Comme tout projet de loi, ça se peut très bien qu'il contienne des failles qu'on ne peut pas remarquer comme ça au premier regard. D'où la pertinence d'un processus parlementaire, où on peut en faire l'étude comme il se doit, en attendant des témoins. Tout ça, ça va malheureusement être impossible. Bon, on vit avec, parce que le gouvernement veut maintenant imposer la voie rapide, délaissant la rigueur de l'analyse approfondie. Puis non pas que la situation soit pas urgente, loin de là, parce qu'un incitatif à l'emploi, puis ça on le disait dès le début, aurait dû accompagner la PCU dès le mois d'avril. Cette absence d'incitatif, cependant, on pourrait dire qu'elle pouvait passer inaperçue quand on était confiné, quand tout était fermé ou presque. Ceci dit, pendant l'été, le Québec, il a essayé de déconfiner, il a essayé de relancer le marché de l'emploi, puis là, la situation a été extrêmement difficile. Il faut dire que la PCU, soyons honnêtes, n'est pas la seule cause des difficultés au niveau de l'emploi, parce qu'en contexte d'incertitude et de peur, il va sans dire qu'on peut aisément parier qu'il y a beaucoup de travailleurs et de travailleuses qui sont craintifs ou qui sont peu intéressés de retrouver leur fonction. Maintenant, parlons du fond des choses. Comme vous le savez, le Bloc, il a un fort préjugé en faveur des travailleurs. À ce titre, comme on le dit, on appuie le principe du projet de loi C4. On peut juste être favorable à l'idée de prestations pour, déjà favoriser le retour au travail, mais aussi pour soutenir les gens malades ou en quarantaine qui doivent s'absenter du travail. On peut juste être favorable à un soutien à ceux qui peuvent se mettre à risque en se rendant sur leur lieu de travail. On peut juste être favorable à appuyer les prochains aidants. Il va sans dire. Ça, pas de problème là-dessus. Et aussi, le projet de loi, il va probablement aider les travailleurs sans emploi, qu'ils soient salariés ou autonomes. Le plancher de la prestation fixé à 500 $ par semaine, il est tout à fait adéquat parce qu'avec ce nouveau programme-là, si l'employeur rappelle un employé à temps partiel, il ne va pas perdre son 500 $. Mais d'ailleurs, dans ma chère circonscription de Saint-Hyacinthe-Bagotte, qui est très, très agricole, qui est très centrée sur l'agroalimentaire, puis aussi dominée par le secteur des services également, l'entrée en vigueur de ces 4, ça va faire du bien, indéniablement. Ça va être salutaire. Alors que la PCU était rigide et forçait le travailleur à perdre sa prestation dès qu'il gagnait plus de 1 000 $ sur une base mensuelle, C4 module le montant de la prestation en fonction du revenu. Donc, aucun travailleur va perdre des revenus parce qu'il souhaite exercer son métier. Puis c'est une demande du Bloc depuis le printemps dernier. Donc, tant mieux là-dessus. Pour ce qui est du soutien aux prochains aidants, encore une fois, on est pour la vertu, mais il nous serait apparu plus logique d'étendre la prestation aux parents d'enfants de 0 à 16 ans plutôt que de 0 à 11 ans pour l'unique raison que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. C'est aussi simple que ça. Comme le disait, comme vous savez, nous espérons être les dignes porte-parole des travailleurs du Québec. Hier, Pierre Serré du Conseil national des chômeurs et des chômeuses le disait, en fait, je dis hier, c'était avant hier, bon mercredi tout le monde, ces prestations sont au final des soutiens à l'économie de proximité en contexte où la deuxième vague a fraîchement débuté. Ces prestations, ça va être des paiements de loyer, des paiements d'hypothèques, des soutiens aux dépenses en consommation. Ça va permettre de garder l'économie jusqu'à un certain niveau dans ce difficile contexte fonctionnel. J'en ai aussi discuté aujourd'hui même, en fait hier, avec le mouvement Action Chômage de Saint-Hyacinthe, qui sont des partenaires de mon bureau, qui trouvent le projet de loi intéressant. Ça ressemble à notre position, c'est-à-dire qu'on le trouve intéressant, mais nettement insuffisant, et avec des zones d'ombre également. Plusieurs autres éléments méritent d'être mentionnés. La présence d'un critère unique d'admissibilité, on va l'avoir, qui ne s'est pas vu depuis 1977. L'abolition du délai de carence jusqu'au 25 octobre, le minimum de 26 semaines, la réduction du nombre d'heures à 120, l'amoindrissement des sanctions pour les fins d'emploi jugées invalides, pour ne nommer que ces exemples, un système de prestation qui est plus souple, qui est plus flexible.
Il y a toutes sortes de bonnes idées là-dedans, indéniablement. Comme vous le savez, le Bloc québécois préférerait que le Québec gère lui-même son programme et sa caisse d'assurance-emploi. Il demeure que ce projet de loi-là reprend quand même plusieurs idées qui sont les nôtres depuis longtemps, plusieurs de nos demandes, comme il récupère aussi certaines revendications martelées depuis des dizaines d'années par les centrales syndicales et par des groupes de pression. Il réalise même certaines promesses tenues, qui n'ont pas été tenues, mais qui ont été prises par les libéraux lors de leur élection en 2015. Donc là, vous allez me dire, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais c'est justement ça le problème. C'est pourquoi il a fallu une pandémie pour que ça bouge. La pandémie, elle n'a pas créé le contexte difficile pour les chômeurs et les chômeuses. Elle a seulement exacerbé une situation qui préexistait depuis longtemps. La différence majeure, c'est que toutes les exigences dont je vous faisais part, les nôtres, celles des syndicats, des groupes de pression, les exigences, les propositions, ça visait une réforme de l'assurance-emploi, pas une réglementation temporaire. On a presque l'impression que les partis canadiens se gardent de la marge pour revenir en arrière dès qu'ils vont en avoir la possibilité. Qu'est-ce qui va arriver une fois la pandémie passée? Est-ce qu'on va revenir à un régime d'assurance-emploi comme il l'était avant, ou le projet de loi C4 va être la base pour une vraie transformation permanente? Depuis plus de 20 ans, le régime a été l'objet d'un démantèlement progressif, mais profond. De moins en moins de nos concitoyens et de nos concitoyennes ont pu être couverts. Seulement 4 chômeurs sur 10 y ont accès. D'ailleurs, je me souviens, lors de mes premières implications politiques, il y a une quinzaine d'années, il y avait déjà des affiches pendant les campagnes électorales « Qui a volé l'argent des chômeurs? » Rien n'a changé, malheureusement. L'assurance-emploi a été si défigurée qu'elle peut presque être davantage perçue comme une taxe que comme un véritable programme d'aide. C'est dire. L'Assemblée nationale a voté plusieurs motions unanimes qui demandaient à Ottawa de renoncer à des changements nuisibles aux travailleuses et aux travailleurs du Québec. La tendance a toujours été la même, nonobstant le parti qui était au pouvoir à Ottawa et nonobstant aussi le parti qui est au pouvoir à Québec. On nous accuse de vouloir faire des chicanes constitutionnelles. Moi, ça ne me fait pas peur de parler de Constitution. Jusqu'à preuve du contraire, on est dedans. Fait qu'il faut en parler. Depuis 1996, Ottawa a piloté un véritable détournement de fonds de la Caisse d'assurance-emploi. Les surplus étaient transférés au fonds consolidé du gouvernement fédéral. En 2014, le vrai gouvernement du Canada, la Cour suprême, a même invalidé le recours des syndicats québécois dans le dossier du détournement par Ottawa de près de 60 milliards de la Caisse. Le plus haut tribunal du Canada, que d'aucun qualifie de gouvernement des juges, permettait ce détournement de fonds. Oui, bien sûr, en 2008, la Cour suprême a jugé illégal le détournement des surplus pour les années 2002, 2003 et 2005, mais sans obliger le gouvernement à rembourser ce qu'il avait pris. Ça ne fait pas des enfants forts, ça, Monsieur le Président. Au total, plusieurs milliards ont été arrachés aux travailleurs et aux travailleuses. Mais tout ça, ça va dans le même sens. Ça va dans le sens d'une approche prédatrice vis-à-vis de l'assurance-emploi. Donc, en résumé, si on regrette la manière qu'il nous est imposée, on apprécie modérément le projet de loi C4 sur le fond des choses. La vraie question, c'est, est-ce que c'est le jalon pour un vrai changement à long terme, ou est-ce qu'on a là une modification temporaire qui va s'envoler dès que la crise va être derrière nous? Il y aurait lieu de questionner à ce sujet les partis qui aspirent à diriger le Canada. Si le passé est garant de l'avenir, on a des bonnes raisons d'être inquiets, puis pas mal inquiets à part de ça. Mais heureusement, nous du Bloc, on ne lâchera pas le morceau. Merci. Questions, observations, questions and comments. The honorable. L'honorable député de Westminster, Burnaby. Et ensuite, nous passerons aux autres députés. Sagad. Pardonne-moi. C'est trop. Pardonne-moi. L'honorable député de New Westminster, Burnaby. Après ça, l'honorable député. L'honorable député de New Westminster, Burnaby. Allez-y.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je sais qu'il est tard, alors j'apprécie beaucoup votre façon quand même de gérer les choses. Je vais poser des questions, puis le député de Saint-Hyacinthe Bagot va répondre. Je connais bien son coin, j'ai beaucoup apprécié son discours. J'ai fait les 4 coins de Saint-Hyacinthe Bagot. Et je sais que qu'est-ce qui soulève est une véritable préoccupation là-bas, justement, cette vol de la Caisse d'assurance-emploi qui a fait une sorte que les travailleurs et les travailleuses qui ont payé pendant des années une assurance, justement, au cas où ils ont perdu leur emploi, se trouvaient sans avoir la Caisse d'assurance, qu'ils ont perdu leur emploi et souvent, dans presque 60% des cas, des gens qui ont perdu leur emploi n'avaient pas accès à l'assurance-emploi. C'est ridicule et c'est dégueulasse. Et c'est un manque de respect total pour les travailleurs et les travailleuses. Alors, ma question est bien simple. Jusqu'à quel impact ça a eu dans son comté le fait que, à la fois les partis conservateurs, mais aussi les gouvernements du Parti libéral ont volé un programme d'assurance qui était prêt pour les travailleurs et les travailleuses et, dans ce cas-là, n'était pas disponible pour les gens qui ont perdu leur emploi. De Saint-Hyacinthe Bagot. Ça a évidemment eu, comme probablement dans tous les coins du Québec et du Canada, des conséquences éminemment graves, bien entendu. Nous, on a un portrait, on a une circonscription qui est très agricole, très agroalimentaire. C'est même, Saint-Hyacinthe est une des capitales de la transformation agroalimentaire, mais qui est néanmoins une région qui est dominée aussi par le secteur des services. Il y a eu des conséquences graves, comme la pandémie est venue les exacerber aussi. Il n'est jamais, bien entendu, trop tard pour bien faire. Espérons, encore une fois, que ça ne soit pas que temporaire, et ce serait bien d'entendre des engagements qui vont dans ce sens-là. Questions and comments. The honourable member. L'honorable député de Peace River West Park. Merci, Monsieur le Président. Merci à mon honorable collègue aussi pour son discours. Il a parlé d'une chose qui m'a paru intéressante. Il a parlé du fait qu'il était impossible de faire certaines choses et que le gouvernement libéral ne pouvait pas faire certaines choses jusqu'à l'arrivée de la COVID. Par exemple, les blocus que l'on a vus sur les routes, à un moment donné, eh bien, on a pu les régler une fois que la COVID-19 est apparue. J'aimerais savoir ce que mon collègue pense de ceci. L'honorable député de Saint-Hyacinthe Bagot. Bien, écoutez, je pense que c'était un libellé, somme toute, suggestif de la part de mon collègue. Mais bien entendu, je crois que souvent, on parle d'impossibilité, mais c'est souvent une impossibilité auto-imposée, si on pouvait dire. On peut parler d'autocensure dans plusieurs cas. Souvent, la motivation va venir dans certains moments, dans certaines situations, quand ça l'impose, mais quand c'est parfois à d'autres moments, quand c'est le temps, ça n'aura pas lieu. Donc, je pense que là-dessus, je pense que votre exposé était déjà suffisamment éloquent sans que je n'ai besoin d'en rajouter. Vous avez posé une question qui était davantage un commentaire, mais avec lequel je suis bien entendu d'accord. Questions and comments. The honourable Questions et commentaires. Le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question à poser sur ceci. Afin de pouvoir mieux lutter contre la COVID-19, eh bien, ce que l'on a vu, c'est que les gouvernements à tous les différents niveaux, donc les gouvernements au Canada, ont coopéré avec Ottawa. Donc, ma question est la suivante pour le député d'en face. N'est-il pas d'accord que si les gouvernements travaillent main dans la main, les gouvernements qui ont des responsabilités différentes, mais qui travaillent ensemble sur la question du service aux Canadiens en premier, ceci ne serait-il pas efficace afin que les Canadiens puissent avoir accès aux services dont ils ont tant besoin lors de la pandémie? Et c'est pour cela que nous continuons à travailler sur la motion et je pense que le député d'en face va voter pour, n'est-ce pas? Écoutez, si j'ai bien compris la question, il est question du travail qu'on peut faire ensemble, du travail avec les gouvernements. Bien entendu, un des sujets des 2 dernières semaines, ça a été les transferts en santé. C'est sûr, quand il y a une pandémie, il y a du travail qui se fait, qu'il soit au sein d'un même Parlement ou entre les paliers de gouvernement. Mais
Là, c'est l'Assemblée nationale du Québec, et non pas le gouvernement du Québec, et non pas le premier ministre du Québec. L'Assemblée nationale, unanimement, de la gauche à la droite, de Québec solidaire à la CAQ, les demande, ces transferts en santé. Puis, depuis 2 semaines, on se fait sortir qu'on cherche la chicane, mais c'est des problèmes récurrents depuis les années 90, à l'époque même où il y avait un ministre du gouvernement de Jean Chrétien qui disait que c'était une arme politique de couper des transferts en santé. Donc, c'est qui cherche la chicane à un moment donné, là? Resuming debate.